sera à la fête de l'UMA ce week-end. Il vient aujourd'hui pour nous parler de la situation des prisonniers politiques palestiniens en particulier, et puis de manière générale de nous parler aussi de la situation politique en Palestine. On fera une petite présentation du sujet et à la fin nous aurons l'occasion de lui poser des questions aussi courtes que possible pour permettre à tout le monde de poser sa question, et puis on finira par un petit mot de conclusion. Donc sans trop tarder, je laisse la parole à ça. Je tenais aussi à remercier tous les membres du collectif girondin pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens qui ont été partie prenante de cette soirée, qui ont œuvré dès le début pour son organisation et qui étaient aussi très actifs pendant les campagnes de libération de Salah il y a maintenant plusieurs années. Donc, comme vous le savez tous, peut-être, Salah a été emprisonné 2 fois. Une première fois où ça a duré plus de 8 ans. Voilà. Bon, ben, je vais laisser Salah nous présenter ça plus en détail. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre invitation ce soir d'être parmi vous, de pouvoir parler et témoigner les circonstances des détentions des prisonniers politiques palestiniens, mais c'est surtout aussi pour vous remercier pour tout le travail qui a été fait pendant mes années de détention, le travail de cette solidarité internationale qui est arrivée au fond de nos cellules en prison. Je sais que c'était au nom de Salah, mais aussi c'était pour les autres, et tous les autres aussi, les camarades et les amis qui sont en prison, ils le sachent bien comment ça se passait, le mouvement de solidarité en France avec eux. On n'a pas pu tout voir, mais on était au courant de ce qui se passe ici en France pour demander, exiger notre libération. Alors, si on veut parler de la question des prisonniers politiques palestiniens, cette question qui dure que depuis le début de l'occupation en 1948 jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que les étapes ne sont pas les mêmes et les circonstances ne sont pas les mêmes. Mais aujourd'hui, dans les prisons israéliennes, il se trouve 5500 prisonniers politiques palestiniens. Parmi eux, il y a 230 enfants, 62 femmes, 1000 prisonniers malades. Il y a 10 prisonniers qui ont dépassé 30 ans en prison. Il y a 80 qui ont dépassé 25 ans en prison. Il y a 550 prisonniers en détention administrative. Tout ça, je vais détailler tout à l'heure. Il y a 600 prisonniers qui sont jugés à vie. À vie, ça veut dire qu'on n'a pas de date de leur sortie de prison. Alors, le système d'incarcération israélien qui fait partie de ce système colonial qui est tout à fait organisé et fait pour briser et casser la volonté et la psychologie de tout et l'ensemble de tous les prisonniers, que ce soit femmes, hommes, malades ou autres. Le système est fait pour tout le monde. Les circonstances de détention des prisons et des prisonniers sont assez difficiles. Ces prisons qui se trouvent, il y a entre 20 et 22 centres d'interrogatoire et prisons qui se trouvent sur toute la carte de la Palestine, depuis Haïfa jusqu'à le sud vers les frontières égyptiennes. Moi récemment, j'étais arrêté 4 fois. La première, j'avais 16 ans. Dans 2001, j'ai passé 4 mois. Après, en 2004, j'ai passé 5 mois en détention administrative. En 2005, j'étais arrêté jusqu'à 2011, 7 ans de suite. Je suis sorti dans l'échange avec le caporal franco-israélien Gilad Shalit. Et récemment, j'étais arrêté le 23 août
passé en total, j'ai passé en 2017, pardon, et j'ai passé en total 13 mois en détention administrative. Alors, les circonstances des détentions que le système israélien impose sur les prisonniers, qui j'ai dit qu'il est assez difficile, je vais commencer à parler sur la question des enfants. Aujourd'hui, les enfants, dans les prisons israéliennes, on peut trouver des enfants de l'âge de 13, 14 et 15 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Les enfants, ils ont les mêmes circonstances de détention que les prisonniers adultes. Il n'y a pas de différence entre adultes et enfants. Les enfants, ils sont jugés dans les mêmes tribunaux militaires illégaux qui se trouvent sur les territoires occupés. Israël, jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'elle avait signé la Convention des droits des enfants, elle refuse de construire un tribunal pour les enfants. Même la circonstance des détentions dans la prison pour les enfants, c'est les mêmes. Par exemple, comme les adultes, les enfants ils sont interdits de continuer leurs études pendant leurs mois et leurs années d'incarcération. Ils ont interdit de recevoir les livres. Ils ont le droit de recevoir certains livres que l'administration donne le droit, et ce n'est pas les critères que les prisonniers ils veulent. Ils sont enfermés les mêmes heures, ça veut dire qu'ils sont enfermés au moins 17h, 18h sur 24 heures dans leur cellule. C'est juste récemment, après la dernière grève de la faim, que l'administration de prison elle a accepté la présence des adultes dans les sections des enfants pour essayer de les aider à gérer leur vie, parce qu'on imagine que 100 enfants qui sont enfermés tout seuls 24 heures sur 24 heures, qui doivent gérer leur vie, faire à manger, avoir une vie stable, tout ça, pour les enfants, avant c'était impossible, on avait besoin toujours d'intervenir. C'est juste récemment que l'administration de prison elle a accepté la présence de 2-3 adultes dans la section des enfants. Alors ces enfants-là, qui se trouvent de toute la Palestine, bon, il y a de moins en moins, il y a un peu de Gaza, mais ils sont tous de Jérusalem et de la Cisjordanie. Par exemple, ces enfants qui sont de la Cisjordanie, je vais expliquer tout à l'heure c'est quoi le système des visites, mais il y a le système des visites qui n'est pas pour tout le monde la même chose. Les gens de la Cisjordanie, ce n'est pas les mêmes que les gens de Jérusalem. Par exemple, les enfants de la Cisjordanie, quand ils sont fait arrêter, ils peuvent passer 2-3 mois sans pouvoir visiter leur famille. Pourquoi? Parce que leur famille, elle se trouve de l'autre côté du mur, et comme tous les prisonniers se trouvent de l'autre côté du mur derrière la rivière, les parents n'ont pas accès en prison. Ils ont besoin de passer par la Croix-Rouge pour poser une demande, pour obtenir le droit de dépasser et passer les checkpoints pour aller visiter. Et cette démarche, elle prend au moins 3 mois. Si long, ça dure au moins 3 mois. Alors si un des membres de la famille de ce jeune garçon ou jeune fille qui est un ancien prisonnier, par exemple, il n'a pas le droit de visiter. C'est-à-dire un enfant que, par exemple, il est jugé à 3 ans, que son père, c'est un ancien prisonnier, son père, il n'aura pas le droit de le voir pendant 3 ans. Alors si on voit qu'il y a des enfants aujourd'hui qui sont rentrés en prison à l'âge de 14 et 15 ans, il y a des enfants qui sont jugés à 16 et 17 et 20 ans de prison. C'est-à-dire qu'il va passer plus de la moitié de sa vie en prison qu'à l'extérieur de prison. Et là, il y a des dizaines de cas qui sont jugés à aller dans comme ça. Alors même pour le transfert. Je veux parler de ça, par exemple, pour les enfants, juste pour imaginer, mais ça se passe pour tout le monde comme ça. Le système de transfert israélien, c'est les forces spéciales qui transfèrent les enfants et les prisonniers entre les prisons. Ça veut dire, nous, par exemple, moi, quand j'ai passé 7 ans, j'ai été transféré au moins dans 10 prisons. Ça fait partie du système de déstabiliser la vie des prisonniers. Ils ne te gardent pas dans une prison plus qu'un an ou deux. Tu dois changer tous les 6 mois, des fois tous les 1 an de prison. Des fois, tu te trouves au sud, au nord, au centre. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas être transféré. Et tous les prisons ils se trouvent vraiment très loin de loin où ils habitent les prisonniers. Alors, par exemple, les enfants aujourd'hui, ils se trouvent dans 2 prisons essentielles. C'est Magito qui se trouve vers Haïfa et Ofer qui se trouve vers Amman. Alors pour un prisonnier ou un enfant de cette prison-là, au nord,
pour descendre, pour y aller au centre vers Enfer, le tribunal militaire, il est obligé de se réveiller à 4h30 du matin, de mettre le costume spécial pour les enfants en prison, c'est en brun, de sortir de sa cellule à 6h du matin, se faire fouiller par l'administration de prison. 2 fois, et ménoter main et pied, depuis 6h du matin, jusqu'à l'arrivée des forces spéciales, et fait attendre dans une espace de petite cellule spéciale. Les forces spéciales, ils arrivent vers 8h. Tu te fais fouiller encore une fois par les forces spéciales, des fois avec la présence des chiens. La majorité du temps, c'est avec la présence des chiens. Après, ils te prennent vers un bus que tu vois de l'extérieur, un bus 5 étoiles. Mais en fait, ce bus de l'extérieur, c'est un 5 étoiles, mais à l'intérieur, c'est l'enfer total parce que ce bus, il est coupé en 3 morceaux. Il est blindé de l'intérieur. Il n'y a que du fer à l'intérieur, le toit, le sol, tout autour. Il y a des petits trous vers les fenêtres. Tu peux vraiment presque, tu ne vois plus rien à l'extérieur. Alors, il est blindé de l'intérieur, il fait super chaud l'été, c'est un congélo l'hiver. Tu es obligé de faire un trajet de 14 à 16 heures de la prison de Magic jusqu'à arriver à une prison de Rambouillet parce que ce bus, il passe dans toutes les prisons qui se trouvent dans le Nord pour déposer et reprendre des prisonniers. Cette démarche, elle prend 14 heures. 14 heures, tu es enfermé dans un bus de fer, un enfant, une femme, même des prisonniers qui sont, par exemple, sur des fauteuils roulants, ils sont obligés de passer par là. 14 heures, tu passes menotté dans le bus, ils ne s'arrêtent pas, ils ont des ordres clairs que n'importe ce qui se passe avec les prisonniers, ils ne s'arrêtent pas. Moi, je connais un cas qui a eu une crise cardiaque, un vieux prisonnier qui a eu une crise cardiaque. Ils se sont arrêtés au bout de 4 heures. Il a perdu connaissance, il a resté perdu connaissance dans le bus. Les seules fois où ces bus de transfert s'arrêtent, c'est dans le sud. Quand il y a une alerte rouge qui dit qu'il y a un missile qui arrive depuis Gaza, c'est là où les forces spéciales, ils laissent le bus au milieu de la rue, eux ils sortent de leur bus pour aller se cacher, et ils laissent le bus au milieu de la route. Et ne descendent même pas, tu peux mourir, crever dedans. Pour eux, ils s'en fichent de la vie des gens qui sont dans les bus. Alors, tu arrives jusqu'à une prison dans le centre, tu es obligé de dormir une nuit là-bas dans le centre. Le lendemain, à 6h du matin, la même procédure de fouille pour tout le monde, monter dans un autre bus pour aller au tribunal, arriver à 8h, tu es obligé de rester au tribunal de 8h le matin jusqu'à 6h le soir, parce que les forces spéciales, ils partent. T'as fini, t'as pas fini, tout le monde a fini, on est obligé d'attendre. Alors que les salles d'attente qui sont offertes, je ne veux pas dire heureusement, mais maintenant, avant j'étais prisonnier il y a quelques mois, je les voyais de l'intérieur, maintenant je suis avocat, je les vois de l'extérieur, mais je sais comment c'est dedans. C'est 4-5 petites pièces sous le soleil. Quand il fait chaud, il fait super chaud. Il n'y a qu'une petite fenêtre dans la porte pour parler avec les avocats. Quand il fait hiver, même des fois quand il neige, ils ramènent des prisonniers dedans, alors que ça gèle vraiment. Alors tout ce trajet de transfert des enfants, des prisonniers, c'est un trajet de torture. Même les prisonniers, je vais parler de cette question-là, même les prisonniers qui ont besoin d'aller prendre du soin dans un hôpital, des fois ils préfèrent ne pas aller à l'hôpital et de rester malade à la place de passer ce trajet. Parce que si, par exemple, là où j'étais, dans le désert, on était dans une prison dans le désert de Negev, vers les frontières égyptiennes, on était 1600 prisonniers, des fois ce trajet il prend une semaine. Parce que des fois, si ton tribunal il est le dimanche, comme vendredi et samedi c'est Shabbat, tu es obligé de sortir le jeudi de ta prison, c'est-à-dire jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et tu retournes lundi dans ta cellule, c'est-à-dire 5 jours, tu n'as pas de contact avec personne. Tu sors et les gens ne savent pas que tu es où. Et tout ça, sous la pression que tu es mélodé 24 heures sur tout le trajet, tu es mélodé. Alors ces enfants-là, c'est pas que subir dans la prison, mais moi j'étais rechercheur
avec une association qui s'appelle Adamir sur la question des enfants. Tu vois bien qu'un enfant qui a passé quelques mois, et je ne peux pas parler des années, juste quelques mois en prison, tu vois à sa sortie la trauma qu'il vit. C'est plus un enfant. Moi, je les vois directement devant moi. C'est plus un enfant. Il n'est pas les mêmes. Et surtout que la majorité d'eux, ils refusent de retourner à l'école, et c'est ça le but. Surtout qu'à Jérusalem, si on voit dans les quartiers de Jérusalem, pour les gens qui sont allés, le quartier de Essaouié, Silouane, les quartiers où il y a vraiment les colons à côté, quand on voit des enfants qui peuvent faire 3 ou 4 allers-retours en prison par an, une fois 2 semaines, une fois 3 semaines, une fois quelques mois, la quatrième fois quelques jours, ils n'ont plus de vie stable, ces enfants. On parle des milliers des enfants qui se sont fait arrêter les dernières années à Jérusalem et ailleurs. Alors c'est l'enfance de ces garçons et ces jeunes filles qui est vraiment en danger. Tu les vois, après quelques mois, tu vas leur parler. Ils veulent écouter personne. Je ne veux pas dire qu'ils sont coupables ou pas, mais c'est l'occupation qui est en train de détruire leur vie, la vie de leur famille et détruire surtout leur futur. La deuxième point, si on veut dire, c'est la question de la détention administrative. La détention administrative, pour ceux qui n'ont pas entendu parler, la détention administrative, c'est une loi qui a été faite par le mandat britannique avant l'occupation israélienne, et l'occupation israélienne, elle l'a repris pour l'appliquer sur les Palestiniens. C'est un ordre militaire de chef de l'armée. Ici, c'est en Cisjordanie, c'est le chef de l'armée de la Cisjordanie. Ici, c'est quelqu'un de Jérusalem comme moi, quand j'étais, c'est le ministre de la Défense qui fait un ordre. C'est même pas un ordre de justice, c'est un ordre militaire qui donne le droit à l'armée d'arrêter un Palestinien pour quelques mois. Ça commence de 1 mois jusqu'à 6 mois. C'est renouvelable, 6 mois renouvelables. Ça veut dire 6 mois plus 4, plus 6, plus 5, plus 3, plus 2. C'est l'enseignement israélien qui décide de la période que tu vas rester en prison. Il n'y a pas de charge dans les dossiers. Dans les dossiers, il n'y a pas de charge. Cette détention, il suffit, comme moi je l'ai reçu, un bout de papier où il y a marqué un seul ligne que Salah Hamouri, habitant de Jérusalem, est considéré comme danger sur la sécurité d'Israël. Signature ministre de la Défense israélienne. Il m'a mis 13 mois en détention. Alors qu'aujourd'hui, il y a. Ce dossier qui est classifié secret, ni le prisonnier ni l'avocat n'a le droit de savoir il y a quoi dans le dossier. Tu ne sais pas pourquoi en fait tu sais pas pourquoi t'es en prison. En 2004, quand j'étais en détention administrative, j'avais 18 ans, on était 2500 prisonniers dans ce cadre de détention. Aujourd'hui, il y a 550. Mais vraiment, cette détention que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas être libre, elle est aussi difficile pour le prisonnier et pour sa famille, parce que tous les 2, 3, 6 mois, tu dois renouveler l'espoir que tu vas être libéré. Par exemple, moi, j'ai reçu 6 mois de détention administrative, après j'étais renouvelé encore 4. Au bout de 4, j'ai dit peut-être que ça va être là. J'ai attendu, quelques heures avant ma libération, ils m'ont dit un nouvel ordre de 3 mois. Alors ça, pour la famille, c'est dur. Pour les prisonniers, eux, on ne va pas parler de droit, parce que ça n'a rien à voir avec le droit ni local, ni international, ni humain, ni rien. Mais au niveau psychologique, pour les familles, pour les prisonniers lui-même, c'est un système pour une pression psychologique très forte sur l'ensemble de la société. Et en plus de ça, il y a la période la plus longue pour un prisonnier en détention administrative de un seul coup, c'était 8 ans. On renouvelait tous les 6 mois pendant 8 ans. Alors, il y a d'autres cas. Il y a des prisonniers qui ont passé en total entre 14 et 15 ans en détention administrative en faisant 2 allers-retours. Ils te prennent 2-3 ans en détention administrative, ils te libèrent 2 ans et te reprennent encore 3 ans. Ça, c'est la vie quotidienne des centaines des Palestiniens après la réoccupation de la Cisjordanie après 2002. Il y a des centaines qui vivent
ce aller-retour dans les prisons israéliennes sous le prétexte de sécurité en détention administrative. Troisième chose, c'est les prisonniers malades. Aujourd'hui, il y a 1000 prisonniers malades dans les prisons israéliennes. Il y en a qui sont des maladies graves, il y en a qui sont des maladies moins graves. Malheureusement, je vous dis malheureusement, juste hier, on a perdu un camarade à nous qui était mort hier à 4h de l'après-midi à cause de sa maladie. Les Israéliens ils ont refusé de libérer, malgré qu'ils savaient 100% qu'il allait mourir. Alors ils ont préféré qu'il meure dans la prison qu'il soit libre. Il faut savoir que depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui, il y a 221 prisonniers morts dans les prisons israéliennes de différentes manières. Il y en a qui sont morts, ils les ont pris vivants et les ont assassinés sur place. Il y en a qui sont morts à cause de la torture dans les interrogatoires. Il y en a qui sont morts à cause de la grève de la faim. Il y en a qui sont morts à cause de la négligence médicale. Alors cette négligence médicale que je viens de parler, c'est un système que tu sens, il est fait exprès pour viser la santé des prisonniers. Par exemple, c'est mieux de donner des exemples. Par exemple, là, on était 1600 prisonniers. On avait droit à deux dentistes et 2 docteurs. Alors, on va voir qui est le deux dentistes les plus forts du monde et les 2 docteurs qui vont gérer la vie de 1600 personnes qui se trouvent en prison. Alors, parmi ces personnes, il y a des gens qui ont déjà des maladies de l'extérieur, il y a des handicapés, il y a des gens qui étaient blessés au bal pendant leur arrestation. Il y en a des anciens prisonniers. Et comme on sait, vraiment, dans une prison, les maladies se développent vite fait. Les gens qui sont passés plus de 15 ans, ils sont presque tous malades. Les gens, ils ont au moins 1 ou 2 maladies, les gens qui sont passés plus que 15 ans. Alors, comment ça se passe? Comment ça va se passer pour 1600 prisonniers qui sont 2 docteurs et 2 infirmiers pendant je ne sais pas combien de temps? Alors, quelqu'un qui est malade en prison, il a mal à la tête, il a mal à la poitrine, je ne sais pas où. Le soir, il y a un infirmier qui fait le tour pour savoir s'il y a quelqu'un qui est malade. Ça se passe tous les jours, il y a un infirmier qui passe. Déjà, il n'entre pas dans les sections, il voit les prisonniers derrière une porte. On n'a pas le droit qu'il nous fait un test le soir. Alors, cet infirmier qui passe tous les jours, la routine, c'est pour n'importe quelle maladie, c'est l'aspirine. Avant de vérifier à quoi? Avant de vérifier à ta malade. Ou c'est l'aspirine. Pour les premiers quelques temps, c'est l'aspirine. Après, comme il y a une queue pour aller voir les docteurs, le docteur, par section, on était 1600 divisé par je ne sais pas combien de sections, il prend que 5 personnes par section par jour. Alors il y a une queue à faire. Des fois, tu vas dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça dépend de la situation de la prison. En plus, il faut compter que le docteur de la prison, il ne travaille pas samedi dimanche. Il n'y a pas de docteur samedi dimanche. Il y a un infirmier, mais il n'y a pas de docteur qui peut t'examiner le samedi dimanche. Il y a une queue. Alors déjà, il y a quelques temps que tu as passé l'aspirine par l'infirmier, tu passes au docteur, lui aussi, il va te passer à une autre dose de l'aspirine plus fort. Au bout d'un moment, tu sens que ça va pas, il y a des prisonniers qui sentent que ça va pas. Sur certaines tensions et pressions du côté des prisonniers, ils acceptent par exemple de le transférer à l'hôpital. Mais ça, moi j'ai vu des cas qui ont attendu 2 ans pour arriver pour obtenir un rendez-vous à l'hôpital. Ça a pris 2 ans. Déjà c'est un hôpital. Et c'est un hôpital qui fait partie du système d'incarcération. Il est dans une prison où il y a 80 places. Il y a 80 places. Pour les 6 000, si on était 5 000 ou 6 000 ou 7 000 ou 10 000, il y a 80 places. Il faut faire l'accueil des fois 2 ans pour arriver à obtenir se faire opérer, et des fois 3 ans pour obtenir se opérer. Alors, même si tu as le droit de se faire opérer, tu passes dans la même marche de transfert pour l'hôpital et depuis l'hôpital, même si tu t'es fait opérer. Moi, là récemment, j'étais avec un pote à moi qui était
qu'il était jugé à 18 ans. Il avait passé 17 ans, là il est libre il y a quelques jours. Il devait se faire opérer du nez dans un hôpital civil. Alors, pendant cet hôpital, un autre hôpital, pour y aller c'était bien, pour le retour il s'est fait opérer. Et c'est l'administration de prison qui décide si le prisonnier il a le droit de dormir dans cet hôpital civil ou pas. C'est le renseignement de la prison qui décide. Ce n'est pas les docteurs dans l'hôpital civil qui décident si une autre situation elle permet de rentrer en prison ou de rester. Parce que pour eux, de rester dans un hôpital civil, ça coûte trop cher. Il faut des gardiens, il faut une salle privée, il ne faut pas que les gens quittent voient. Alors c'est un procès pour eux qui coûte beaucoup cher. Alors pour eux, de se faire opérer et de le remettre en prison au plus vite, ça coûte moins cher, ça coûte moins d'énergie. Alors c'est ce système qui a fait des morts jusqu'à aujourd'hui, plein de morts, des prisonniers. Moi je me souviens que, je vais donner des exemples pour imaginer jusqu'à où cette occupation elle peut aller. En 2008, on était dans une prison qui s'appelle Gilboa, qui se trouve à côté d'Haïfa. On était il y avait un prisonnier avec nous du plateau Golan occupé syrien que Trump vient d'offrir à Netanyahu il y a quelques temps. Il était jugé à 27 ans de prison. Au bout de 23 ans, ils ont découvert qu'il a le cancer. Alors, il n'était pas jugé à vie, il était jugé à 27 ans. Il lui restait 3 ans de peine pour sortir. Ils ont découvert le cancer, il s'est fait opérer. Au bout de quelques temps, sous le conseil du docteur de cette prison, il a dit à l'administration, franchement, c'est pas la peine que ce prisonnier, parce qu'il est de la communauté druze du Golan, qui sont on veut pas, bon, il y a un statut, c'est pas un statut spécial, mais ils veulent pas, sa mort, elle peut faire quelque chose chez la communauté druze. Alors il a conseillé de le libérer, parce qu'au bout de 6 mois, il va être mort. Au bout de 6, alors il y a un spécial tribunal qui s'est réuni, il a remis sa peine, ils l'ont libéré. Au bout de 6 mois, il n'était pas libre. Au bout d'1 an, pardon, il n'était pas libre. Alors le même tribunal s'est réuni pour essayer de le remettre en prison, parce que les calculs de docteurs, ils n'étaient pas assez pour bien faire quand est-ce qu'il était mort. Bon, après, il était mort au bout de 15 ans, pardon. Mais alors, c'est ça la mentalité qui gère la vie de ces prisonniers. Et quand on parle de la mort là, des prisonniers, on imagine que même après la mort des prisonniers, et c'est jusqu'à aujourd'hui, que Israël refuse de libérer les corps des prisonniers morts dans les prisons, elle les garde dans les frigos et dans les cimetières animaux jusqu'à la fin de la peine de ce corps mort, et les libère après. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, il y a 4 morts. Le récent, c'était hier. Les 4 prisonniers morts dans les prisons depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, ils se trouvent encore dans les cimetières animaux jusqu'à la fin de la peine. Alors si le prisonnier qui est mort comme hier, il est jugé à vie, il risque que toute sa famille ne peut pas le voir à vie. Et ça a existé. On a un cas qui est mort en 1981 dans le cadre de la faim. Sa famille est toujours vivante, je les connais de la pelouse. Le corps, jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait où est-ce qu'il est. Personne ne sait ce corps où est-ce qu'il a disparu. Et si on imagine que dans entre guillemets, la seule démocratie dans le Proche-Orient, il se trouve des centaines de kilomètres qui s'appellent des cimetières animaux, où il y a des centaines et des milliers de corps des Palestiniens détenus, morts dans ces cimetières. Et juste pour dire, il y a une loi dans la loi militaire, c'est le 333, je pense, qui dit oui, on garde les corps morts de ces Palestiniens au cas où il y avait un échange avec un Israélien dans le futur. Comme ça, on aura une carte de plus pour négocier. Alors, ces prisonniers, vraiment, ils risquent, des prisonniers malades, ils risquent leur vie dans la prison à cause de ce système de négligence médicale. En plus, il y a des prisonniers, il y a quelques prisonniers aveugles. Il y a 4 ou 5 prisonniers aveugles.
l'administration de prison, elle refuse tous les demandes qu'on a fait pour leurs besoins. Elle refuse, par exemple, on a demandé une montre qui parle, qui dit l'heure. Ben, cette montre, elle était refusée sous les raisons de sécurité. Des livres spéciaux pour lire, c'était refusé pour des raisons de sécurité. Même des toilettes spéciales, c'était refusé. Tout. Alors, on imagine la souffrance de ces gens avec leurs besoins spéciaux. Il y a des gens qui ont perdu des deux pieds à cause ils ont leur tiré dessus pendant qu'ils étaient arrêtés. Leur fauteuil roulant. Par exemple, nous, on était obligés de porter, on était obligés de nous, même pendant qu'on était menottés, de porter les prisonniers qui étaient sur de fauteuils roulants, on les portait sur les bus de transfert pour qu'ils s'assoient dans la même façon que nous, alors qu'eux, il y en a un qui a perdu un pied, l'autre il a perdu deux pieds, un qui a perdu une main. Alors on imagine qu'un prisonnier, déjà qu'il n'a pas de main, il a par exemple un seul main, il est obligé de se ménoter avec un autre prisonnier. Il met deux prisonniers, un prisonnier qui a les deux mains comme ça, et l'autre qui a une seule main, on l'attache avec lui. Alors que le bus est blindé, c'est impossible de se fuir de ce bus. Alors, ces prisonniers, ils vivent double souffrance dans les prisons. La quatrième ou la cinquième chose, ça m'échappe, c'est le système de l'isolement. C'est le système de l'isolement. Ça existe aussi, le système de l'isolement total des prisonniers. C'est un système, comme la détention administrative plus ou moins, c'est soit le directeur et les renseignements de l'administration de prison qui décide, soit c'est le renseignement de l'extérieur qui décide d'isoler un Palestinien ou un prisonnier dans ce système d'isolement total pour des mois renouvelables. Ça dépend, eux ils disent que ça dépend de l'état de la dangerosité de ce prisonnier. Ce système, c'est d'enfermer soit par une personne, soit un maximum de deux personnes dans des sections très loin des sections des prisonniers politiques. C'est une cellule de 2 à 3 mètres. T'as un lit t'as 2 lits comme ça. T'as une petite douche et une petite plaque pour faire à manger. T'es enfermé dans cette cellule 23 heures sur 24 heures. Même les gardiens, des fois, ils ne savent pas qui est enfermé dans cette cellule. Il finit, toi, tu es connu par un chiffre qui est posé à l'extérieur de ta cellule. Par exemple, le prisonnier, on va dire 1950. Toi, tu es connu comme chiffre 1950 qui se trouve dans la cellule 15, dans la section de l'isolement, par exemple, d'Ashkelon. Le gardien, il te fait rentrer la manger dessous de la porte. Quand, par exemple, tu as 1 heure de cours, cette 1 heure de cours que toi, tu n'as pas le droit de savoir c'est quand, c'est le matin, le soir, l'après-midi. Des fois, ils viennent à 6h30 du matin, des fois, ils viennent à 3h30 de l'après-midi, des fois, c'est 6h, tu ne sais pas. Tu dois choisir, tu dois être menotté à main ou à pied pendant cette heure de cours. Alors, ils te font sortir de cette cour-là, tu es tout seul, sous la surveillance des caméras partout, et la présence d'au moins 1 ou 2 gardiens avec toi dans la cour. Bien sûr, la majorité des prisonniers qui sont à l'isolement total sont interdits de recevoir des visites. Les visites des avocats sont limitées. Des fois, ils arrivent à une seule fois dans quelques mois. Bien sûr, bon, les familles, on va dire, ils peuvent le faire, mais l'avocat, c'est le système d'interdire un avocat, c'est à chaque fois qu'il y a un avocat qui vient visiter ce prisonnier, il déclenche l'alerte d'urgence dans cette prison. Alors quand il déclenche cette alerte d'urgence, tout le monde qui n'est pas ni gardien ni prisonnier, il doit sortir de prison. Et juste à l'arrivée des avocats, comme par hasard, là, cette sonnette, elle déclenche, et tu sais bien que ce prisonnier, il ne va pas pouvoir visiter son avocat. Alors, et aujourd'hui, il se trouve
une dizaine de prisonniers dans cet isolement. C'est grâce à la grève de la faim de avril 2012 que cette grève de la faim elle a réussi à sortir au moins 40 prisonniers qui étaient à l'isolement total. On peut imaginer quand quelqu'un la plus longue période d'un prisonnier qui était isolé vraiment tout seul, c'était 12 ans, et est sorti grâce à la grève de 2012. Il a passé 12 ans à cet isolement. C'est arrivé en 2008 qu'il y a un prisonnier mort face à toutes les maladies psychologiques qu'il a développées, c'était un jeune, face à toutes les maladies psychologiques qu'il a développées, il a fini par mourir tout seul dans cette cellule. Et même après sortir de ça, moi j'ai vu quelques cas qu'on a vécu avec. On était dans un isolement collectif, on était 3 par cellule, mais on n'était pas comme ce système, c'était un peu plus léger, si on peut dire léger. Il y a un prisonnier qui sortait de l'isolement total, qui le ramenait vers nous dans l'isolement un peu collectif. Ce prisonnier-là, au bout de 2 mois, il nous a demandé de demander à l'administration de prison qu'elle le ramène à l'isolement total, parce qu'il était là-bas depuis 7 ans, il ne peut plus vivre avec des gens. Il ne peut plus vivre avec des gens. Et même quand il est sorti, il est aujourd'hui à Ramallah, il n'a pas pu se marier et il n'arrive pas à communiquer avec la société. Il est en connexion avec 1 ou 2 prisonniers qui les a vus pendant 1 ou 2 ans dans l'isolement total. Mais à part ça, il ne peut pas vivre une vie sociale normale. On peut imaginer les centaines de cas qui sont passés par là. Le but, c'est de les détruire psychologiquement et d'arriver à leur faire développer des maladies psychologiques très graves. Alors, je vais parler encore de 2 trucs, après on passe à questions-réponses si vous voulez. Le système des visites, je vais parler un petit peu pour comprendre. Même la visite pour un prisonnier, c'est un système de torture. Il faut savoir qu'un prisonnier, il a le droit de visiter juste sa famille proche. Ça veut dire père, mère, frère et sœur, s'il est marié, la femme et les enfants, ou le mari et les enfants. Alors, comme j'ai dit, si tu as un ancien prisonnier dans la famille, tu n'as pas le droit de visiter. Si, par exemple, tu es militant et tu es considéré comme danger sur la sécurité d'Israël pour les gens de la Cisjordanie, tu n'as pas le droit de visiter. Alors qu'est-ce qu'il te reste? Pour les gens, on va imaginer les gens qui sont là depuis 33 ans en prison. Ils sont enfermés depuis 33 ans. Eux, il lui reste dans la famille un frère ou une sœur, c'est tout. Et il y en a qui ne reste personne pour leur visiter. Alors, ce système, c'est de faire, pour les gens de Jérusalem, comme ils ont le droit de visiter, comme ils ont une carte de résidence qui leur permet de circuler partout en Palestine, ils ont le droit de visiter des fois chaque mois, des fois tous les 15 jours, 45 minutes derrière un vitre, un câble téléphonique. En total, dans le meilleur des cas, s'il n'y a pas des grèves, s'il n'y a pas d'interdictions, 28 heures par an pour un prisonnier pour voir sa famille. Ça, c'est le maximum de privilège. Le maximum, c'est de voir la famille 28 heures. Alors, si tu es de la Cisjordanie, il faut passer par la Croix-Rouge, comme j'ai expliqué, faire une demande. Cette demande qui dure et tu dois renouveler tous les 6 mois, des fois tous les quelques mois. Tu peux passer des années et des années sans pouvoir visiter, vraiment sans pouvoir visiter. Dans quelques cas, on a découvert que les Israéliens, ils ont mis la pression sur les familles. Par exemple, demander à une famille qui se trouve en Cisjordanie, à côté d'une colonie, de leur vendre un bout de terre de là et de là pour obtenir le droit de visite. Alors, déjà d'utiliser ça. Après, quand tu es en prison, et après tout, vraiment c'est une marche de torture, même pour les familles. De se réveiller à chaque visite, de se réveiller à 3h, 4h30 du matin, parce que tu as un trajet de 5-6 heures de route, plus 3-4 heures de fouille après
après une visite de 40, des fois ça prend 14 à 15 heures la visite pour la famille. Une fois les familles arrivent et les prisonniers qui se font fouiller aussi, déjà tu visites derrière une vitre, tout est enregistré, parce qu'on a découvert que tout le système des visites, tout est enregistré. Dans quelques cas, les renseignements à l'extérieur et à l'intérieur de prison, ils ont essayé de mettre la pression sur des enfants et sur des prisonniers pour collaborer avec eux. Sinon, ils vont publier les sujets sensibles qu'ils ont enregistrés pendant la visite. Par exemple, une embrouille entre la famille, avec le beau-père, la belle-mère, une embrouille dans la famille, entre le mari et la femme, bon, n'importe quel sujet. Ils ont essayé d'utiliser ces sujets familiaux pour mettre la pression sur les familles ou sur le prisonnier pour collaborer. Alors, quand tu découvres ça, et ça, dans le système ce qu'on appelle le système de sécurité dans la tête d'un prisonnier, tu veux te garder la majorité de la sécurité pour toi et de ta famille. Alors, tu commences vraiment à s'éloigner des sujets qui sont sensibles, des sujets qui peuvent être utilisés contre toi. Et tu découvres qu'au bout de 7 ans ou 8 ans, vraiment, tu connais toute ta famille. Tu parles que, au bout d'un moment, tu arrives, tu parles un quart d'heure, 10 minutes, 20 minutes, ça va bien, qu'est-ce que vous avez mangé, qu'est-ce que vous avez bu, tout ça, bon. Après, tu trouves vraiment, tu es devant une famille que peu à peu, elle est en train de s'éloigner d'eux. C'est pas une question qu'elle veut s'éloigner, mais les circonstances t'obligent à prendre part de ta famille. Alors, quand tu es libre, au bout de 7-8 ans, déjà que tu étais limité à visiter, tu es obligé de découvrir de nouveau ta famille, les habitudes, surtout les gens qui passent 20 ans. Moi, mon ami est libéré après 18 ans. Tous ses frères n'étaient pas mariés, ses soeurs n'étaient pas mariées. Là, il sort, il découvre une famille, ils étaient 6. Il a trouvé une famille de 5 ans. Alors, il ne connaît personne. Alors, les enfants, il y en a qui ont 18 ans, il y en a qui ont 5, il y en a qui ont 6, il y en a qui ont 7. Il ne connaît personne. C'est pour ça que tu vois. Après, il va découvrir, ça va être bien. Mais après, tu vois que les prisonniers, la relation qui développe entre eux, ça dure même après la sortie de prison. Ça reste une communauté des prisonniers enfermés sur elle-même. Alors, même les visites, ils sont utilisés comme moyen de torture contre les prisonniers. Je vais dire un dernier truc. Alors, quand on voit ces circonstances de détention qui sont assez difficiles, assez dures, nous, on sait que ces prisons, ils sont faits pour briser la volonté, casser la volonté politique, idéologique, pour nous dire que nous, on va finir en prison toute notre vie. Alors, devant cette pression, cette torture, on a des moyens aussi de lutte contre l'administration de prison. Nous, on sait que le combat contre ces occupants, il ne s'arrête pas devant la porte de la prison. C'est vrai qu'on a milité à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. On ne va pas se faire avoir dans la prison. C'est pas parce qu'on a milité, on a défendu notre dignité à l'extérieur qu'on ne va pas la défendre à l'intérieur de prison. C'est vrai qu'on change des moyens. Alors c'est pour ça, il y a plein de moyens, mais quand on parle de la grève de la faim, c'est le moyen de défendre notre dignité, de défendre de développer des circonstances de vie qui sont plus humaines dans la prison. Déjà, une grève de la faim collective, je ne parle pas d'individuelle, une grève de la faim collective pour organiser 5 000 ou 3 000 ou 4 000 personnes, ça va prendre des fois de 2 à 3 ans, en imaginant qu'il y a 20 prisons, de faire la communication entre les 20 prisons discrètement, dans les moyens discrets que les prisonniers ils ont développés, c'est mettre d'accord sur les normes qu'ils vont faire, parce que les enragés sont directement hors de liste, les enfants ils sont hors de liste, les prisonniers malades sont hors de liste, et tu es obligé de préparer une bonne liste de 3 ou 4 000 prisonniers. On est obligé c'est nous qui choisissons la petite comité de 4-5 personnes qui représentent tous les partis politiques qui vont être chefs de cette bataille. Quand je parle d'une bataille, c'est une vraie bataille.
c'est eux qui vont gérer cette bataille contre, pas que contre l'administration de prison, parce qu'après tu vas être en guerre contre tout l'État d'Israël. Cette bataille qu'on la prépare pendant 2-3 ans, les Israéliens ils vont tout faire pour casser cette volonté. C'est surtout parce qu'on prend de choisir le temps, parce que la majorité de temps c'est avril-septembre, parce que c'est là où il ne fait pas très chaud ni très froid pour les grévistes, entre septembre et avril. Choisir la date, faire la communication avec l'extérieur, parce que moi je vous dis, dans une grève de la faim collective, le plus important que la grève elle-même, c'est le soutien à l'extérieur, parce que sans la pression de l'extérieur, Israël te laissera mourir en prison, elles s'en foutent. C'est vraiment avec l'aide de l'extérieur que les choses ils commencent à bouger. Alors, cette grève de la faim, moi j'en ai fait une en 2011. Les Israéliens ils pouvaient y aller où vous voulez, en imaginant le crime, pour casser la volonté des prisonniers. Alors, le premier jour, quand on donne les listes, ça se passe comme ça. On fait une liste de 4000, par exemple, prisonniers. Dans le même jour, dans la même heure, on est d'accord que les prisonniers, on file la liste à l'administration de prison, on refuse de manger, on boit que de l'eau et du sel, et récemment le sel, il était confisqué. Alors, dès qu'on leur donne les listes des gens qui sont en grève, les forces spéciales ils rentrent dans les cellules, ils confisquent tous nos biens. Mais ils ne laissent rien du tout. Ils te laissent un pyjama, un drap, c'est tout ce qui reste du shampoing. Alors le shampoing, après quelques jours, l'eau ne doit pas toucher ta tête parce que tu vas perdre tes cheveux si l'eau elle est très forte sur ta tête. Alors le shampoing, tu n'en as même pas besoin. Ils confisquent tous les biens et c'est là elle commence la pression sur les grévistes. Les visites sont interdites. Les visites de la visite des parents, elle est interdite. Les avocats, c'est interdit pendant toute la grève. Tu fais transférer d'une prison à une autre. Alors, on imagine que le plus dur, c'est les premiers 3 jours, parce que c'est là où tu perds plus des énergies. On imagine qu'après 2 jours de grève, il faut transférer du nord au sud, dans la même façon que je vous en avais parlé. 14 heures de route, ménoté, force spéciale, tout ça, tout à fait 10 jours de grève. Et même si tu n'es pas transféré, ils viennent fouiller, alors qu'ils ont vidé toutes les chambres, et même si tu te ramènes dans des sections vides dans des autres prisons, ils viennent fouiller tous les 2-3 heures, juste pour perturber ta sommeil, juste pour t'obliger à sortir, marcher, perdre de l'énergie. Les infirmiers, ils viennent tout le temps te mettre la pression, distribuer des tracts. Par exemple, vous allez devenir aveugle, vous allez perdre vos cheveux, vous allez. Tout le menace des infirmiers qui viennent les mettre sur nous. Des méthodes, il y en a des dizaines de pressions, mais la plus qui m'a marqué moi, par exemple, au bout de 10 jours de grève de la faim, on était 80 grévistes dans une prison, dans une section. Ils ont venu, on ne savait pas pourquoi, ils ont ramené des grands ventilateurs sur chaque porte de prison. Sur chaque porte de cellule, pardon, on était 8 par cellule, après 10 ou 11, je ne me souviens pas, de jours de grève. Ils ont posé ces ventilateurs, on ne savait pas, ils ont démarré le ventilateur et on a découvert qu'il y avait tout, derrière chaque porte, des prisonniers criminels israéliens qui vont commencer à faire leur barbecue, à faire de la viande, cuire de la viande, des oignons, des saucisses, tout ça, juste pour nous obliger à demander à manger pour casser notre volonté. Alors ça, c'est une des méthodes. Et ce que je vais raconter là, c'est passé avant, ça ne se passe pas aujourd'hui. Dans la grève de 1982, le premier ministre israélien il a décidé d'arrêter la grève de la faim des prisonniers, c'était dans n'importe quelle façon. Le directeur de la prison, il a pris en force 3 prisonniers. Avec son docteur, ils les ont allongés et menottés sur 3 lignes. Et la façon, c'était de faire entrer un tube par le nez qui arrive jusqu'à l'estomac pour mettre de lait. Mais malheureusement, ces docteurs qui n'étaient pas professionnels, le tube, il est rentré du nez, il
il est allé directement dans la poitrine, il a renversé son lait, et la poitrine elle était pleine de lait, et les 3 prisonniers ils étaient morts sur place. Alors on peut imaginer à quel niveau cet État elle peut aller faire des crimes juste pour arrêter la volonté des prisonniers, juste parce qu'ils demandent d'améliorer leurs circonstances de détention. La dernière chose, c'est vrai que malgré ces circonstances difficiles, arbitraires, inhumaines, mais nous, en tant que prisonniers politiques, en tant que des gens qui défendent leur peuple, et en tant que des gens qui défendent pas que leur peuple, mais aussi les valeurs de l'humanité, on était conscients de ça. On était conscients que nous, notre organisation, elle doit continuer en prison. Alors, entre nous, on s'est organisé entre prisonniers politiques. Moi, personnellement, toute ma connaissance politique, toute ma carrière politique, je l'ai appris en prison. C'est vrai qu'on a milité à l'extérieur, mais on a bien vécu cette vie collective humaine en prison. On s'organisait entre nous pour rendre utile les heures, les jours, les semaines et les années qu'on passait en prison. On avait des cours à faire, on donnait des cours aux plus jeunes. On avait par exemple des comités, on avait nos congrès tous les 6 mois, des fois tous les 1 an. On avait nos élections discrètes, des élections pour choisir les comités de sécurité, des comités d'éducation, de l'organisation, de l'administration de la vie de prison. Chaque comité a des gens qui sont responsables, il y a des adhérents, chacun a ses responsabilités, c'est une vie organisée. On essaie de ne pas perdre de temps dans la prison. Moi, personnellement, je le redis, toute cette volonté, moi et les autres, on a renouvelé à chaque fois qu'ils nous emprisonnent, on renouvelle cette volonté de dire que Israël, comme les autres, cette conviction, je la renforce à chaque fois qu'on est en prison, que Israël, c'est comme les restes d'occupations autour du monde. Il y a un jour où elle va finir, comme on disait en prison, les États-Unis, l'Israël n'est pas plus fort que les États-Unis, et nous, on n'est pas plus faible que le peuple vietnamien. Il y a un jour où, avec ces convictions qu'on prend en prison, on va réussir, et surtout qu'avec vous, bien sûr, parce que votre lutte ici aussi, elle est importante pour nous, ça fait un des éléments de lutte pour le peuple palestinien. Alors, depuis ici, depuis avant, depuis aujourd'hui, depuis demain, jusqu'à la fin, on va continuer de dire à Israël, avec tous les moyens de lutte qu'on a ici et sur place en Palestine, que la terre de la Palestine n'était pas un peuple, une terre sans peuple, pour un peuple sans terre.